pour que je te réponde. Donc, Sadiq Job, déjà, si vous pouvez vous présenter, vous êtes le fondateur de l'E-Media. Que fait l'E-Media que vous avez fondé? Merci Samba. Bon, les médias, c'est un peu de la critique des médias. Donc, c'est un peu la voix citoyenne dans les médias. Donc, c'est Ignacio Ramonet qui avait, en tout cas, d'après moi, mes recherches, qui avait quand même théorisé ce qu'on appelle le cinquième pouvoir, le pouvoir citoyen. Donc, à travers un article qu'il avait publié dans le journal Le Monde, qu'il avait même intitulé le cinquième pouvoir, donc le pouvoir citoyen. Parce que fort de son expérience de journaliste et de son expérience aussi de directeur du journal Le Monde diplomatique, il avait constaté que les médias qui étaient un quatrième pouvoir, un contre-pouvoir, étaient devenus en vérité un quatrième pouvoir et un pouvoir sans contre-pouvoir. Et donc, il fallait qu'il y ait quand même des forces citoyennes organisées pour être le contre-pouvoir des médias. Donc, le cinquième pouvoir qui est le pouvoir citoyen, donc, devait avoir comme objectif principal d'être ce contre-pouvoir-là des médias. Donc, c'est comme ça qu'il l'avait théorisé. Et bon, nous, quand on a lu son article, le cinquième pouvoir, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas encore l'idée de faire ça au Sénégal. Parce que je pense que l'article a été publié, je ne sais plus. Hein. Moi, je pense que j'ai lu l'article en 2004, des choses comme ça. Donc, après, en 2009, bon, les choses devenaient quand même très sérieuses. Parce que lui, il évoquait un peu le contexte néolibéral, le fait que les grands groupes capitalistes contrôlent maintenant les médias et que les médias ne sont plus au service des peuples, mais au service des intérêts occultes, au service des financeurs, au service des gens qui ont le capital. Donc, le contexte était un peu différent par rapport à notre contexte sénégalais. Donc, quoi qu'on dise au niveau du Sénégal, bon, les médias n'étaient pas encore trop entre les mains des puissances financières. Bon, maintenant, petit à petit, parce qu'au Sénégal, au départ, comme le groupe Sud, comme le groupe Walfadjri, ceux qui avaient fondé ces groupes pour la presse privée, n'avaient pas quand même beaucoup d'argent. Donc, c'était des gens qui, avec beaucoup de volonté, ont essayé de démarrer dans les médias. Donc, ils l'ont fait beaucoup plus avec de l'engagement, de la volonté, qu'avec quand même des mannes financières. Donc, le contexte n'était pas vraiment... Le contexte qu'il avait décrit, lui, était un peu quand même différent du contexte sénégalais. Mais à partir de 2009, bon, on a vu que les donnes ont commencé à changer depuis 2000 ans. Même bien avant 2000, c'est vrai que les donnes commençaient un peu à changer parce que, quoi qu'on dise, ceux qui avaient fondé les médias, même si au départ, ils n'étaient pas des capitalistes, ils sont devenus des capitalistes. Parce que, quoi qu'on dise, les gens, quand ils fondent un groupe de presse, après, bon, ils ont des investissements ailleurs. Donc, ils commencent un peu à prendre beaucoup de l'argent. Donc, quoi qu'on dise, l'argent devenait, même ici comme ailleurs, disons, le principal boussole, le principal moteur, le principal source, la principale source. Donc, on fait de la presse pour gagner de l'argent, non pas pour suivre des objectifs, pour remplir les causes ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, nous avons essayé donc, de créer l'immédiat l'observatoire des médias au Sénégal. Donc, pour être ce contre-pouvoir-là des médias. Voilà, bon, c'est assez. D'accord. Voilà, Alors, on va... l'idée des médias. D'accord. Alors, donc, ça fait de vous un observateur des médias, du paysage médiatique, mais de là, je dirais globalement, que vous êtes un observateur de l'espace public ou de tout ce qui se fait comme débat dans l'espace public. Bon, nous reviendrons un peu plus tard sur la question spécifique des médias, mais sur le sujet qui nous intéresse ici, ce qu'on appelle communément les fake news, les fausses informations.
Aujourd'hui, quand vous suivez le débat public, d'après vous, d'où viennent les fausses informations qui circulent dans le débat public sénégalais? Bon, il est assez difficile d'identifier l'origine des fake news. Hein. C'est assez difficile. Toujours est-il que, parce que moi, je pense que le problème, c'est moins là où j'en viens, mais c'est ceux qui prennent quand même la responsabilité de les préparer. Parce que moi, je peux être... Mais justement, ma question, c'est peut-être, excuse-moi, ma question, c'est peut-être moins l'origine exacte, mais les supports de diffusion, sur quel support, sur quelle plateforme, d'après vous, ces fausses informations circulent le plus quand on observe l'espace public de façon générale, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, etc. etc. Bon, moi, j'ai un regard assez critique sur les médias classiques. Donc, il faut dire que, et malheureusement, ça, c'est peut-être un peu subjectif de ma part, mais il est difficile de quantifier, c'est-à-dire que de dire qu'on retrouve ces fausses informations-là au niveau de l'Internet ou bien au niveau des médias classiques. Bon, qu'on retrouve ça au niveau de l'Internet, pour moi, c'est moins grave parce que au niveau de l'Internet, ce n'est pas des rédactions organisées, c'est pas, bon, voilà, chacun y est avec ses propres intérêts, ses propres objectifs. Donc, plus ou moins, je ne dis pas normal, mais en tout cas, on peut comprendre qu'il y ait quand même une circulation d'informations au niveau de l'Internet, parce qu'aussi au niveau de l'Internet, les gens n'ont pas le temps d'abord pour vérifier, parce que vous êtes dans votre bureau, vous êtes en train de travailler, quand vous voyez une information, vous n'avez pas le temps d'aller vérifier, de recouper ou de faire quoi que ce soit. Donc, vous voyez une information, vous partagez, vous ne vous posez même pas de questions, parce que c'est normal, vous n'avez pas ce temps-là de faire ce travail de vérification. Maintenant, ceux qui sont formés pour vérifier, ceux qui sont formés pour recouper, ceux qui sont formés pour donner de la bonne information, moi, je pense que le mal se situe à ce niveau-là. Et ces gens-là, maintenant, ils décident, les médias classiques, les journalistes et les médias classiques, décident maintenant de, disons, de donner une ampleur à ces fake news-là. C'est là où le bas blesse. Donc, c'est là où le bas blesse. Donc, on voit que maintenant, il n'y a aucune exception. Il n'y a plus maintenant de médias sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun média pour faire confiance. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que, puisque X média a publié, donc c'est vrai. Donc, aujourd'hui, on prend par exemple vraiment toutes les publications de ces principes. Donc, on ne peut faire plus confiance à aucun journaliste pratiquement. On ne peut faire plus confiance à aucun groupe de presse. OK, sur cet aspect bien précis. Sur cet aspect bien précis, Pardon? Je disais sur cet aspect bien précis, il y a une chercheuse française, je crois que c'est Julia Cagé, qui disait que les médias ne doivent pas suivre les réseaux sociaux. Et vous pointez ce problème. Il arrive, on constate que parfois, les questions qui sont débattues sur les réseaux sociaux ou même certaines informations non vérifiées qui circulent sur les réseaux sociaux se retrouvent à la une des journaux le lendemain, les journaux papier. Pour vous, quel est le risque d'une telle pratique où les médias sont tout le temps à la remorque des réseaux sociaux? Mais c'est le discrédit des médias. C'est-à-dire que ça ne fait qu'accentuer davantage le discrédit des médias. Et pire, parfois même, on a l'impression qu'il y a une sorte de brouillage d'information. C'est-à-dire que parfois même, moi, je peux avoir une information, bon, je ne peux pas faire diffuser directement par un média, donc je passe par un site internet moins connu d'ici ou d'ailleurs, et que maintenant, à partir du moment où ce site internet-là qui ne respecte aucune règle, qu'on ne connaît même pas qu'est-ce qu'il y a que ce soit, publie l'information, je piste un grand journaliste d'un grand groupe de presse ici, bon, je ne vais pas citer de nom, et que ce journaliste-là reprenne l'information-là. Et maintenant, va se couvrir maintenant de cette reprise d'information pour dire que, ah oui, demain, moi, je n'ai rien dit, j'ai juste repris l'information. Donc, et là, en reprenant, il y a une intention manifeste de blanchiment d'information. Donc, tu sais que cette information-là, elle est d'origine douteuse, le contenu, ce n'est pas fiable, il n'y a rien. C'est-à-dire que même si on fait une petite analyse sans aller même au-delà de la vérification des recoupements et tout ça, même si tu analyses l'information, on se rend compte que ce n'est pas fiable, ça ne mérite pas d'être publié. Mais puisque tu as une couverture, parce qu'un site internet soi-disant d'information l'a publié, donc là,
on se permet de reprendre cette information-là, en sachant que cette information-là a des limites objectives. Il n'y a aucun critère qui est respecté dans le traitement de cette information-là. Et pourtant, vous reprenez le journaliste ou bien l'organe de presse reprend cette information-là et le met à sa une. Et là, il est dans une dynamique manifeste de blanchiment d'informations. Parce que peut-être, si ça restait dans le cadre de l'Internet, d'un site Internet, peut-être les gens n'auraient pas donné trop de crédit. Mais à partir du moment où le journal, l'organe de presse reprend l'information, mais voilà, ça lui donne un semblant de crédit. Parce que les lecteurs, le citoyen lambda, il n'a pas le temps de se poser des questions. Le citoyen lambda, il est dans un bureau, il est dans son job, il est dans ses activités, il est dans ses affaires. Donc, il n'a pas le temps de se poser des questions sur une information. Donc, c'est même pas son affaire. Donc, quand il entend une information, c'est naturellement qu'il consomme cette information-là. Jusqu'à ce qu'on lui dise que, ah, attention, ce que vous avez dit par rapport à sur tel ou tel sujet, c'est pas vrai. Et là, on voit de plus en plus que les journalistes le font sciemment. Ils font du blanchiment d'informations sciemment. Et donc, ils reprennent des informations. On l'a vu, je pense qu'on l'a vu, je ne me souviens plus de l'affaire là exacte, mais on l'a vu récemment avec l'histoire des cadres là, le site internet là, des cadres qui avaient publié une information. Ensuite, on s'est retrouvé, c'est pas tout, hein, c'est pas trop les éléments, mais récemment, une histoire semblable s'est passée avec un site d'information qui avait publié une information qui a été reprise ici au Sénégal. Ensuite, on s'est rendu compte que le gars-là, il n'existait même pas. Oui, je me rappelle vaguement de l'histoire dont vous parlez, en fait. Voilà. Le journal voilà, le journal avait reçu une contribution qui était publiée. Ensuite, la contribution a été reprise ici au Sénégal. Oui, voilà. Oui. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, du blanchiment d'informations. Oui, sur cette question précise, donc, si on vous suit, vous iriez jusqu'à dire que aujourd'hui, la mauvaise qualité ou le niveau de la presse, le mauvais travail journalistique contribue également à alimenter cet écosystème de la désinformation? Malheureusement. Et maintenant, qu'est-ce qui explique maintenant ce mauvais, disons, qu'est-ce qui explique maintenant ce comportement des journalistes? C'est ça aussi la grande question. Est-ce un déficit d'information ou est-ce qu'un choix délibéré? Moi, de mon point de vue, c'est un choix délibéré. C'est pas une question de formation, c'est pas une question de... Non, pour moi, c'est des choix délibérés. Les gens, ils sont assez outillés pour faire des analyses, pour ne pas quand même reprendre certaines informations. Mais quand ils décident de le faire, je donne juste un exemple. On est à la veille des élections présidentielles de 2019. BBC, je pense que vous connaissez bien, mieux que moi, parce que vous étiez là-bas, je pense. Oui, j'étais là-bas. Voilà, BBC a des informations sur le pétrole au Sénégal. Il fait un documentaire sur le pétrole au Sénégal avec des informations, en tout cas, moi, que j'estime plus ou moins fiables. Mais pour ne pas impacter trop le résultat des élections, ils attendent qu'on termine les élections au Sénégal jusqu'au mois de juin pour publier ces informations-là. Et les informations-là concernaient le régime en place, le gouvernement qui a la responsabilité de gérer les deniers publics. À côté, sur le même sujet, c'est-à-dire sur le même sujet, le pétrole au Sénégal, un journal local, l'Observateur, reçoit une information sur un opposant qui aurait gagné un marché sur ce. C'est-à-dire un marché de consultance. C'est-à-dire que ce n'est même pas un marché de lobbying ou je ne sais quoi, mais juste la consultance. Et l'Observateur prend la responsabilité de publier ces informations-là, non certifiées, à la veille des élections. Vous voyez là, le choix, il est délibéré. Parce que le gars qui est mis en cause, il ne gère pas les deniers publics. Même au cas où il aurait encaissé de l'argent, c'est dans le cadre d'un contrat de consultance. Donc, apparemment, il n'y a rien d'illégal. Et là, on prend le choix de reprendre cette information-là. Et qui s'est révélé être, bon, je pense, un fake news. Oui, en tout cas, et le journal prend la responsabilité de publier une information aussi lourde à la veille des campagnes. Donc, vous voyez un peu le comportement des deux organes de presse. L'un, bien qu'il a tous les éléments, il préfère attendre la fin de la campagne.
L'autre, même n'ayant aucun élément pratiquement, la personne mise en cause ne gère pas les deniers publics, mais on décide quand même de le salir. Et là, on ne peut pas parler de problème de formation, on ne peut pas parler de problème de... Non, c'est juste un choix, c'est-à-dire un choix délibéré. Alors, il y a aussi un autre aspect dont on ne parle pas beaucoup. Tout à l'heure, en introduction, vous avez parlé un peu des milieux d'affaires, des milieux d'argent qui investissent dans les médias, mais aussi, on a cet aspect-là au Sénégal, un autre aspect auquel on assiste au Sénégal depuis le milieu des années 2000, c'est aussi les acteurs politiques qui investissent dans les médias, qui créent leurs organes de presse. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur le débat public, à votre avis? Ce que cela peut avoir comme impact, c'est que on sort de la logique de presse d'information à une logique de presse d'opinion. C'est tout. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est plus d'informer pour répondre à des objectifs d'intérêt général, mais on est là informé pour répondre à des causes qui sont claires. Donc, on n'est plus dans la logique de journalisme d'information, on est dans la logique de journalisme d'opinion. D'ailleurs, j'ai entendu une fois Youssou dire, c'est la presse qui fait l'opinion. C'est vrai, c'est la presse qui fait l'opinion, mais quelle opinion? Parce que si cette opinion-là, c'est pour un camp, donc ce n'est pas l'opinion publique de manière générale pour des intérêts vraiment, pour l'intérêt général, mais on est dans une logique partisane, donc on est dans une logique de communication, on est dans une logique où on veut que son camp triomphe, mais on n'est plus dans la presse on n'est plus dans la presse d'opinion, on n'est plus dans la presse d'information, c'est comme le Sopi de l'époque, ou Sigui, ou Takusan, ou je ne sais quoi. Donc on est dans une logique de presse d'opinion. Où, bon, voilà, c'est tout ce qui intéresse l'organe de presse en réalité, c'est que les opinions de son camp triomphent. OK. Alors, dans ce cadre-là, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, où le public, les consommateurs de l'information sont quotidiennement sous un flot d'informations qui viennent de tout support et qu'on a du mal à savoir faire la distinction entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui relève de l'opinion, ce qui relève du factuel. Quelle posture doivent avoir aujourd'hui les journalistes sénégalais, mais de façon globale, les médias, de façon globale, les médias sénégalais, quelle posture ils doivent avoir, à votre avis? Bon, c'est là où c'est compliqué, parce que quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui de nos journalistes dans une rédaction? On peut dire, hein, bon, c'est vrai, hein, moi, mon patron ne me demande pas de faire ceci, mon patron ne me demande pas de faire cela, mais quelle est la marge de manœuvre? Parce que le problème qui se pose, c'est que quand tu comprends suffisamment bien pourquoi tu es là où tu es, on n'a pas besoin de faire ceci ou de faire cela. Aujourd'hui, si vous prenez tous les rédacteurs en chef, tous les directeurs de rédaction, tous les patrons en tout cas qui occupent des postes de direction dans les rédactions, mais ils savent pertinemment bien pourquoi ils occupent ces postes-là. Donc, on n'a pas besoin de leur dire certaines choses. Donc, l'autocensure, elle est là, elle est présente. Donc, bon, voilà, on comprend les choses, c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'on ne vous dit pas. Donc, quelle est la marge de manœuvre de ces journalistes-là? Moi, j'avais écrit un article en 2012, je pense, en 2010, pour dire que, bon, on peut continuer à recevoir la phrase, mais si on veut aujourd'hui des rédactions indépendantes, il faut agir. C'est comme l'indépendance de la justice, ce n'est pas des choses qu'on proclame, c'est des choses que l'on traduit par des actes concrets. Si aujourd'hui on veut qu'une rédaction soit indépendante, on fait comme le journal Le Monde diplomatique, par exemple. On crée une société de la rédaction où les journalistes sont actionnaires qui détiennent une minorité de blocage du groupe de presse, qui élisent eux-mêmes le rédacteur en chef. C'est-à-dire qu'il faut que qu'on puisse mettre sur la table quelque chose qui peut prouver au moins que cette rédaction elle est indépendante. Mais il n'y a rien, on fait juste des proclamations de bonne foi, ouais, nous on est indépendants, on est indépendants, mais qu'est-ce qui matérialise cette indépendance? Il n'y a rien, absolument rien qui matérialise cette indépendance. Et les gens qui occupent les postes de direction, ils savent pertinemment bien pourquoi ils les occupent. Donc le patron n'a pas besoin de descendre pour leur dire faites ceci ou bien ça. Donc voilà,
Moi, c'est bien bon hein, d'interpeller les journalistes, mais quelles sont leurs marges de manœuvre? Souvent, c'est assez nul. C'est assez nul. Et quelle évaluation vous avez des initiatives d'un côté de régulation des médias de façon globale avec le CNRA et aussi l'organe en préparation qui devrait remplacer le CNRA, mais aussi les initiatives d'autorégulation comme le CORED. Quel regard vous portez sur ce type d'initiative-là? Est-ce que ce sont, si on fait le point depuis qu'elles existent aujourd'hui, est-ce que ces initiatives sont de nature aujourd'hui à faire progresser cette question au-delà de l'indépendance des médias, mais la qualité de l'information qu'on propose aux consommateurs? Bon, pour ce qui est du CNRA, c'est n'importe quoi. Parce que le CNRA, c'est vrai. Le CNRA, contrairement même à ce que les gens disent, dans les textes du CNRA, le CNRA peut même se prononcer sur les questions d'éthique de déontologie. Le CNRA a ces prérogatives-là, de se prononcer sur les questions d'éthique et de déontologie. Le CNRA n'est pas là que pour des questions administratives, le respect des cahiers de charges, mais il peut même le faire. Mais le problème du CNRA, c'est que le CNRA, c'est assez nul. Et ça a été nul depuis le début. Pourquoi? Parce que le CNRA, quand Babacar Touré était là, paix à son âme, on discutait beaucoup. Mais le problème du CNRA, c'est quoi? Le problème du CNRA, c'est que vous ne pouvez pas faire une régulation à sens unique. C'est-à-dire que vous êtes là pour réguler, mais tout le monde sait que vous êtes là pour le priver. C'est-à-dire que la RTS, les médias publics peuvent faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas votre problème, mais le privé, vous êtes pour avoir le maître, disons, pour contrôler le privé, ça n'a aucune crédibilité. Donc le CNRA, c'est nul. Tant que le CNRA n'aura pas cette audace de faire une régulation complète de l'espace audiovisuel, c'est-à-dire que disons, de taper sur la thèse comme il peut taper sur Walfadjri ou bien sur Sen TV, il n'aura aucune crédibilité. Donc, ce sera juste un organe qui est là pour servir le pouvoir. Donc, et malheureusement, quand Babacar était là, Babacar, il essayait quand même. Parce que Babacar, je me rappelle bien, lors des référendums, mais quand il a essayé de taper sur la RTS, que la RTS n'a pas voulu accepter ces remontrances, mais parce que lui aussi, malheureusement, le CNRA, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire du point de vue. Il ne pouvait rien faire, c'est-à-dire qu'il ne pouvait faire que des remontrances à la RTS. Il n'avait pas à sa disposition des outils lui permettant de fonctionner clairement la RTS. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en pleine campagne du référendum dénoncer la RTS à Yopé, avec tout ce que la comporte comme image négative pour le Sénégal. Il avait pris ses responsabilités pour aller au à Yopé, dénoncer le bon, c'était à saluer parce que on sait quand même que ça avait permis et gravement permis l'image du Sénégal, mais il avait pris ses responsabilités pour aller le faire. Mais encore une fois, le CNRA, tant que le CNRA ne sera pas là pour tout le monde, il ne servira absolument à rien. Parce que ces décisions ne seront pas acceptées par le peuple. Ce sont des décisions qui sont là pour servir le pouvoir, non pas pour servir l'intérêt général. Maintenant, par rapport aux initiatives de la profession, c'est-à-dire que le CORED et autres, le problème c'est que la profession n'a jamais eu le courage de régler ce problème. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'ils y vont avec la demi-mesure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage en réalité de se regarder les yeux dans les yeux et de traiter ces questions-là en toute objectivité, en toute honnêteté. Donc ils sont là, bon, c'est de la complaisance, c'est des institutions qu'on met en place qui ne fonctionnent pas carrément. Voilà. Tant que aussi cette profession-là ne prendra pas cette question au sérieux et avoir le courage, les yeux dans les yeux, d'aller jusqu'au bout, de faire ce qu'elles doivent faire, mais ces institutions-là qu'elles vont mettre en place sont juste là des institutions pour faire le mode, mais ils ne serviront absolument à rien. Et pour preuve, à chaque fois qu'ils mettent en place une institution, ils finissent par tomber dans le laxisme et par disparaître. Parce qu'ils n'ont pas le courage en réalité d'aller. Le problème. Aujourd'hui, vous prenez un manquement d'un grand groupe de presse, et vous n'avez pas le courage d'épingler comme cela se doit ce groupe de presse. Donc, ça, bon, voilà, c'est la demi-mesure, quoi. Ça ne donne absolument rien, ça demande beaucoup de courage et d'engagement. Et c'est ce courage-là qui manque. Est-ce que vous pensez... comprends aussi, c'est un peu copain. Donc, tu me tiens là, je te tiens là. Donc, les gens se connaissent tellement trop bien. Bon, voilà. On sait, chacun connaît ses limites. Donc, moi, en face Samba, je sais que Samba me connaît très bien, donc il faut que je fasse très attention. Donc, voilà. Donc, alors, sur un cadre plus général
On a la régulation des médias, l'autorégulation. Sur le cadre plus général, il y a de plus en plus un débat pour réguler les réseaux sociaux. Le président l'a répété maintes fois. Ils veulent une initiative pour un projet de loi ou une loi pour réguler spécifiquement les réseaux sociaux. Certains craignent qu'une telle loi présente en même temps le risque de brider quelque part la liberté d'expression, ou en tout cas puisse être aussi utilisée à cette fin. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Oui, c'est comme le Sénégal. C'est-à-dire que si le gouvernement cesse à réguler les réseaux sociaux pour juste ses intérêts personnels, pour juste, voilà, pour juste avoir le contrôle de ces réseaux sociaux, là, ça ne servira absolument à rien. Maintenant, comme dans tous les pays, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que, c'est vrai, on dit, il y a les adresses IP, il y a Nangam. Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire avec l'Internet et les réseaux sociaux, c'est de faciliter l'identification. C'est-à-dire qu'il faut prendre la régulation. Quand vous voulez créer, par exemple, une page Facebook, que vous puissiez au moins fournir votre pièce d'identité. Vous pouvez, en tout cas, si ça parle de politique, si ça parle de questions sensibles, qu'on ne vous laisse pas quand même, avec en toute facilité, créer la page. Donc, ça perd de telle sorte que les personnes sont très facilement identifiées. Parce qu'on a beau parler après d'adresse IP et tout ça, mais ça c'est très compliqué. Les adresses IP, bon, c'est vrai, c'est pas une zone de non-droit. Tu peux créer ta page Facebook, tôt ou tard, on pourra essayer de remonter les adresses IP. Non, mais pour moi, ça c'est trop compliqué. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut faire différent. Aux États-Unis, quand vous créez une page Facebook pour parler de politique, non, pas immédiatement. Il y a toute une procédure à suivre. Donc, il y a tout un truc de validation pour qu'on puisse au moins vous identifier très facilement. Donc, c'est cette transparence-là. Je pense que le gouvernement doit... Bon, et là, c'est vrai, la transparence, c'est une façon de réguler, mais c'est cette transparence-là qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut que sur Facebook, qu'on puisse savoir qui est qui. Donc, imposer à Facebook, par exemple, quand on doit créer une page Facebook au Sénégal, qu'au moins que celui qui crée la page Facebook puisse donner sa pièce d'identité, son vrai nom, que la personne vraiment, que les gens puissent être identifiés. Moi, je pense que le travail doit être beaucoup plus à ce niveau-là. Maintenant, par rapport au contenu, le contenu, le droit commun, il est là. Hein. Quand on diffame quelqu'un sur Facebook, c'est comme quand on le diffame ailleurs. Hein. La loi, ça c'est le droit commun. Ça, c'est le droit commun. Moi, si j'ai une page Facebook et que je diffame Samba Djalinka, c'est comme si je prenais la radio, je diffame Samba Djalinka, mais en tête à tête, je le diffame dans une réunion. La loi est là. Mais le problème avec Facebook, c'est que je peux diffamer Samba Djalinka et Samba Djalinka ne pourra pas m'identifier tout de suite. Donc, voilà, c'est très difficile d'identifier la personne. Parfois aussi, le problème que tu poses, c'est quoi? C'est qu'il y a tellement de diffamation que les gens n'ont pas trop intérêt à poursuivre tout le monde. Mais ça, c'est un problème de société. Là aussi, c'est un problème de société. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais par rapport à l'Internet, c'est quand même qu'on puisse identifier les personnes. Vraiment, quand vous voulez créer un site Internet, qu'il y ait quand même un minimum de procédures d'identification pour que le propriétaire du site Internet, on puisse quand même pouvoir l'identifier très facilement. Que Samba, c'est-à-dire que moi-même, au lieu d'aller à la cybercriminalité ou je ne sais pas où, que tu puisses identifier cette personne qui est derrière. Voilà. Si c'est une page Facebook, la même chose. Si c'est un compte Facebook, la même chose. Surtout lorsque ça parle d'intérêt, ça parle de choses publiques. Surtout lorsque ça parle de choses publiques. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter, ou dans les autres trucs. Comme on l'a fait avec les puces téléphoniques. Oui. À l'époque, quelqu'un pouvait avoir sa puce téléphonique, mais maintenant, il y a au moins l'identification. OK. Voilà, Sadi, vraiment, merci beaucoup pour la disponibilité. Oui, je t'en prie, Samba. Et à très bientôt. Ouais, je m'excuse aussi à moi, tu sais, moi, mes angles d'attaque de la presse, là, c'est pas, voilà, tu vois, je suis pas assez doux avec la presse. Hein.
Non, non, mais Tu me comprends? mais c'est très important. Je ne sais pas si parfois tu vois mes prises de position. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête en tant que journaliste de se caresser dans le sens des poils et qu'on pose les problèmes entre nous. Et moi, chaque fois dans nos débats entre journalistes, je leur dis tout le temps, une bonne partie des problèmes dont on se plaint dans les médias, la solution se trouve dans les rédactions. C'est au sein des rédactions qu'on pourra régler certains problèmes. Parce que la qualité de notre travail, c'est au sein des rédactions qu'on va le régler. Les partis pris, toutes ces choses-là. Je veux dire, donc on ne peut pas, nous journalistes, dire oui, on veut assainir les médias sans s'attaquer aux problèmes dans les rédactions. Mais le problème aujourd'hui, le problème, c'est que tu parles aujourd'hui, tu dis, ouais, moi, je suis indépendant. L'indépendance de l'agence, c'est comme l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, il y a des actes qui matérialisent l'indépendance de la justice. Oui, il y a l'inamovibilité du juge, il y a, voilà, il faut quand même que cette rédaction-là, qu'on puisse mettre sur la table, mais des documents qui attestent que cette rédaction, elle est indépendante. C'est aussi clair que ça. Mais vous voyez, une rédaction qui n'a pas une charte d'éthique. Non, oui, une fois, j'ai dit ça à mes amis, j'ai dit, mais écoutez, moi, j'ai fait pas mal de rédactions ici. Vous qui travaillez aujourd'hui dans les rédactions, parce que moi, je suis un peu en recul, dites-moi si vos rédactions ont des chartes éthiques. Les gars, certains me demandent même, ça veut dire quoi? J'ai dit, c'est un gros problème. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes une rédaction respectable et que vous n'avez pas de charte éthique, c'est que quelque part, il y a un problème. Mais c'est ça. Et puis, tu peux être affecté aussi. Tu es dans un grand groupe, il y a des trucs dans les régions, tu peux être affecté comme on veut. Oui. Mais les gens se lèvent, disent, ouais, on t'envoie ici, on t'envoie là-bas. Mais bon, c'est terrible, quoi. Terrible. Mais d'accord, Samba, ça a été un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Donc, quand le rapport sera prêt, je te ferai signe, quoi. Vous gagnez, quoi. Inch'Allah. Inch'Allah, Samba. Merci, Samba. Merci. Okay.